Top départ. Très bien. Bonjour. Merci de quelques minutes de retard. Bienvenue à cette conférence table ronde réalisée par l'Axel, ou plus exactement par la commission B2B de l'Axel, sur l'état des lieux de la transformation digitale dans le marketing et le commerce. En quelques secondes, alors oui, n'oubliez pas, les deux hashtags pour les tweetos dans la salle, CP 2015 et Axel B2B. Un mot sur l'Axel qui est le hub français de la transformation digitale, donc l'association pour la transformation de l'économie numérique, 1200 professionnels, de nombreuses commissions, différents sujets autour de la fintech, des RH, de l'e-commerce, du juridique, des objets connectés. Sur le sujet qui est entre guillemets proche d'aujourd'hui, vous avez le 1er octobre une très belle matinée sur les métiers du digital. Vous retrouverez sur le site de l'Axel l'ensemble de ces activités. Pour ma part, je suis donc Vincent Montet, l'animateur de ce matin. Depuis quelques mois, j'ai un nouveau job, celui de la transformation digitale de 3 écoles, l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication, l'EFJ, l'école des journalistes, et puis l'école des métiers des arts et de la culture. Je lance le premier MBA de la transformation digitale avec le Hub Institute, le MBA qui s'appelle Digital Marketing and Business, à la fois pour les jeunes diplômés, mais aussi pour les cadres en activité. En dehors de ça, j'ai créé une agence, Grenade & Sparks, de 70 personnes qui travaillent sur la communication digitale, et je suis un des animateurs de la commission, justement, B2B. Mais le plus important, c'est nos invités, et je vais vous laisser chaque invité se présenter en leur demandant, c'est mon habitude, à chaque fois de sortir quelques chiffres clés, alors peut-être pas pour Google, sinon on en a pour 1 an et demi, mais sur l'activité, et puis peut-être votre parcours, ce que vous avez fait avant, ou comment vous êtes, le parcours dans votre entreprise. Et je vais commencer par Florent, évidemment. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Florent Neuzel. J'ai la chance de travailler chez un lower français qui s'appelle Kiloutou. Je ne sais pas si vous connaissez Kiloutou. Qui est-ce qui connaît Kiloutou dans la salle? Ah ouais, ça fait plaisir. Merci. Donc, je travaille chez Kiloutou. Je suis le directeur e-commerce et digital Kiloutou. Donc, ça fait 13 ans que je suis dans le digital, que je suis dans le web. J'ai la chance de travailler chez ces retailers avec des problématiques très spécifiques aux retailers et aussi des problématiques d'engagement client et de relations. Donc, on aura tout le plaisir de partager tout ça ensemble tout à l'heure lors du cheminement de la matinée. Merci. Dorian. Bonjour, alors je suis le petit belge de la bande, comme mon accent le démontre a priori assez rapidement. Donc j'ai travaillé 5 ans en agence digitale comme account manager, et puis j'étais chez un gros retailer belge qui s'appelle D'Ieteren et qui est un peu dans la tourmente pour l'instant, parce que si vous avez suivi l'actualité, les marques du groupe Volkswagen, ça va pas, c'est pas génial là. Donc j'ai lu quelques articles, c'est pas évident. J'étais en charge du digital pour les différentes marques du groupe Volkswagen. Et c'est là que j'ai rencontré Fabien de Gaugue, un ch'ti, donc un Lillois, qui était parti à San Francisco 8 ans plus tôt pour fonder sa première start-up, dont je vais vous parler juste après. Et en fait, c'est cette start-up, c'est cette idée qui m'a fait quitter mon job, contrat à durée indéterminée, confortable pour l'aventure totale, à l'époque où on n'avait pas levé de fonds, où on avait un marché de quelques clients et un produit qu'on avait fait développer en Ukraine. Et voilà, 2 ans et demi plus tard, on a fait un très très beau chemin, et je vais vous en parler tout à l'heure. Merci. Christian. Merci, bonjour. Moi, je dirige une agence qui s'appelle Néoptimal et qui est spécialisée dans la prospection digitale. Nous nous adressons au marché des PME et nous les aidons en fait à tirer le meilleur parti d'Internet pour trouver de nouveaux clients. Moi, mon ADN à titre perso est plutôt dans le développement commercial. J'ai bossé pendant une quinzaine d'années où j'ai dirigé pour des grosses boîtes de high-tech américaines, un peu partout en Europe. Et là, c'est plutôt une expérience de direction, d'organisation commerciale et marketing de taille importante. Et puis ensuite, une quinzaine d'années dans le conseil, conseil en organisation commerciale, en efficacité commerciale et marketing pour des grandes entreprises multinationales. Et l'aventure Néoptimal, en fait, c'est la rencontre en fait, avec ce qui bouleverse la dynamique commerciale B2B, à savoir l'Internet. L'Internet bouleverse tout, mais aussi le marketing et la vente B2B. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création du service de prospection digitale que Néoptimal représente. Merci. Olivier. Bonjour à tous, je suis Olivier Dupuis-Henry, directeur des grands comptes chez Aquent.
Aquent, c'est une agence de recrutement spécialisée exclusivement sur les métiers création, marketing et digital. On constate aujourd'hui que la guerre des talents est finie et ce sont les talents qui ont gagné, puisque on constate que sur l'année 2015, il va y avoir énormément, 700 000. C'est l'Institut d'études Empirica qui a mesuré en Europe le nombre de postes digitaux qui ne seront pas pourvus. Et pour mon parcours, avant d'intégrer Aquent, j'ai travaillé pendant 10 ans chez l'annonceur sur des postes de marketing qu'on pourrait appeler à la papa, un peu marketing à l'ancienne, avant de basculer à l'ère du digital en direction d'une agence de communication digitale. Merci. Cyril? Bonjour à tous, donc je suis Cyril Grira. Pour ma part, je suis en charge du B2B chez Google France. J'ai rejoint Google il y a 7 ans et j'ai 15 ans d'expérience dans la technologie et le marketing. Alors, je n'ai pas le droit de donner des chiffres, c'est ça? Bon, Si, laisse-moi au moins parler peut-être quelques mots sur Google, vous connaissez, peut-être quelques mots sur Google France. En 2004, Google France a été créé avec une poignée d'employés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 600 à Paris. Et notamment une centaine d'ingénieurs qui travaillent sur des projets pour le monde entier. Par exemple, Chrome, certainement vous connaissez le navigateur Chrome sur le mobile. C'est des ingénieurs français qui l'ont développé. Ou encore le Cardboard, ces fameuses lunettes qui permettent une expérience de réalité augmentée à partir d'un carton à pizza. C'est des ingénieurs français. Mais Google France, c'est aussi l'Institut culturel, puisque c'est un site unique au monde qui permet de développer des technologies autour de la culture. Donc le centre culturel, vous l'avez online, le Cultural Institute sur .com, c'est un site online. Le site physique est disponible à Paris. On a plus de 800 partenaires dans le monde, dans 60 pays, 1300 expositions numériques. Bref, c'est une petite fierté française. Voilà, alors depuis 10 ans, on a développé plein de partenariats. On va en parler dans différents secteurs, l'automobile, le voyage, la banque évidemment, et bien sûr le B2B. Pour ma part, la mission de Google France est bien d'aider la France à se transformer numériquement à côté des startups, des PME et des grandes entreprises. Moi, j'accompagne les grands comptes. D'une part, pour vous aider à comprendre les tendances digitales, et vous l'aurez compris, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on est tous là ce matin, et d'autre part, pour vous aider à saisir les opportunités digitales. Merci. Alors, pour commencer, avant, j'ai une question dans la salle. Qui a une activité B2B? Merci. On a voulu parcourir à nouveau, pour le coup, le parcours du client et du prospect. Et on va commencer dans ce parcours par l'annonceur, par Kiloutou. Si je peux réavoir les slides, merci beaucoup. En régie. Voilà, merci. Avec une activité, une business unit digitale que va nous présenter Florent, et comment ce loueur aborde à la fois les grands comptes et puis les artisans. C'est vos deux cibles aujourd'hui sur le marché B2B. Donc, alors, tout d'abord, Kiloutou, juste pour un élément de contexte, c'est 450 agences réparties sur l'ensemble du territoire français. Donc, on n'est pas que français depuis maintenant à peu près 2 ans, puisqu'on est aussi positionné en Pologne, où on a déjà un réseau d'à peu près 25 à 30 agences. Et on est aussi également en Espagne, où on est en train de se développer au fur et à mesure avec de l'intégration et du rachat. L'idée chez Kiloutou aujourd'hui, c'était de vous partager, avec le discours d'aujourd'hui, c'était de vous partager la relation qu'on a avec nos clients artisans, de voir comment effectivement on anime cette relation au quotidien et de voir comment on crée de la valeur, donc comment on prospecte avec nos clients justement au quotidien et enrichir cette relation dans l'ensemble du parcours client. Donc on parle effectivement d'omnicanal chez Kiloutou. Donc l'omnicanal, c'est vraiment plusieurs leviers. Pourquoi on a voulu vous présenter cette photo et ces images? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, d'abord, le métier de Kiloutou et avant tout, c'est de permettre au client de réussir son chantier. C'est là où on intervient en termes de briques service. Mais pour l'instant, aujourd'hui, cette brique service, elle s'exprime surtout effectivement auprès des pros, parce qu'on est à 95% du chiffre d'affaires de Kiloutou qui est quand même B2B.
et le B2C qui participe à hauteur de 5%. Donc, notre stratégie est résolument B2B, donc on est un acteur du B2B. Et l'omnicanal, chez nous, c'est effectivement l'ensemble des leviers donc, que vous connaissez tous. Et on va effectivement enrichir aussi également un levier spécifique sur lequel je vais insister un peu plus ce matin, qui est le levier du communautaire, donc notamment au travers de Wikimat, donc qui est une plateforme communautaire qui permet d'appuyer sur justement la relation avec les clients. Donc effectivement, ce côté marque média dont tout le monde entend parler en ce moment, Kiloutou a voulu le résumer au sein de cette plateforme. C'est une plateforme d'échange, de partage communautaire où la culture orale du métier de l'artisan, elle est retranscrite sur cette plateforme. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à capter les signaux et à engager la relation avec lui là-dessus. Et je vais aussi vous parler d'expérience client. L'idée dans l'expérience client, c'est de pouvoir vous montrer le cœur en fait, de la relation avec Kiloutou. C'est comment on anime cette relation au quotidien, comment on fait pour s'assurer que dans le corpus de cette relation, on injecte des éléments de discours en fait, avec le client. C'est animer cette relation. En fait, la relation, pour nous, elle est composée d'expériences. Voilà, donc ces différentes expériences en fonction des canaux, on les anime au quotidien et on parcourt avec ce client l'ensemble de ces canaux pour pouvoir monitorer l'ensemble des canaux et apporter de la compréhension et du partage d'expériences au quotidien avec lui. Alors, si tu veux soit commenter Wikimat ou... Oui. Alors, Wikimat, on peut le voir directement sur le slide, sur le slide d'après. Alors, Wikimat, c'est une plateforme communautaire, donc c'est vraiment, on est sur une communauté de marques. Pourquoi on n'a pas surfé sur des communautés existantes type Facebook pour le faire? Parce qu'aujourd'hui, nos clients attendent plus que ça. Quand vous êtes, je prends juste l'exemple qui n'a rien à voir, mais c'est pour vous donner un exemple en termes de B2C. Aujourd'hui, un passionné de jeux vidéo n'ira pas sur Facebook ou n'ira pas sur les réseaux sociaux classiques pour aller rechercher les membres de sa communauté. Il va aller sur un espace spécifique, un espace qui lui sera dédié. Donc c'est ce qu'on voulait créer comme espace chez Kiloutou. On voulait créer un espace où les pros puissent partager leur expérience au quotidien, échanger. Donc je suis sur un chantier, je n'ai pas envie de montrer à mon client particulier que je pose une question sur comment utiliser une ponceuse. C'est rassurant quand même quelque part. Parce que si vous êtes un artisan chez vous qui regarde au moment où vous êtes là comment utiliser la ponceuse, je pense que vous serez tous inquiets. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut partager cette expérience-là de façon neutre, soit en mode déclaré, je dis qui je suis, ou soit en mode un peu plus anonyme. Et là, pour le coup, cette plateforme Wikimat, aujourd'hui, c'est déjà 8000 membres qui participent, qui partagent. Donc c'est beaucoup de pros, majoritairement des pros qui partagent sur leur expérience, donc des métiers divers et variés. Donc ça va aussi bien effectivement on parlait de ponceuse, mais ça va aussi bien jusqu'aux grandes grues, à l'usage de petits matériels de perforation. Ça peut aller jusqu'à des produits, des matériels qui vont effectivement aider notamment des bétonnières pour pouvoir lancer des chantiers de charpente ou quoi que ce soit. En fait, Kiloutou est présent sur l'ensemble de ce matériel-là et donc sur toute la gamme Kiloutou, on voulait donner la possibilité à nos clients de partager, de donner cette culture orale et de pouvoir effectivement échanger en fil continu là-dessus sur Wikimat. Merci. Peut-être le site e-commerce? Alors, après, on a effectivement la partie e-commerce qui effectivement est un site, là pour le coup, on a voulu le tourner en mode marketplace. Pourquoi? Parce que nos clients, ce qu'ils attendent, c'est, comme la plupart des clients, c'est de la disponibilité et du prix. Sauf que nous, c'est dans l'hyper local. Donc, en gros, typiquement, vous avez des acteurs qui vous challengent limite à l'euro près. Il faut avoir la bonne réponse locale tout de suite. Donc, on voulait proposer une plateforme qui nous permettait d'être présent, donc avec l'ensemble des prix par région, par type de négociation client et une vraie expérience. Donc là, c'est la version actuelle du site de Kiloutou. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à partir de novembre, on aura une nouvelle version qui sera beaucoup plus engageante avec une dynamique responsive encore plus imprégnée et qui permettra effectivement de valoriser cette relation avec nos clients et l'engagement e-commerce. Donc là, je ne l'ai pas présenté ici, mais on a sorti très récemment en fait une application mobile qui vraiment allait encore plus loin dans l'expérience en termes de partage. Donc là, je suis en train de donner un aperçu de l'ensemble des canaux qu'on utilise. Cette application mobile, l'enjeu et l'ambition, c'est de pouvoir être dans la poche de notre client en 24/24, de pouvoir apporter une réponse optimale et de pouvoir après, derrière, on va voir comment animer la relation avec lui au travers de cette application mobile. Donc l'idée aujourd'hui, je vous donne juste un exemple d'expérience qu'on peut avoir sur l'application mobile, c'est que vous arrivez, vous avez votre appli dans la poche, vous voyez un matériel Kiloutou, vous le scannez, et ça y est, vous avez l'ensemble des informations qui remontent. Et après, c'est des boutons d'engagement pour aller plus loin dans la relation. En fait, c'est du gain de temps. On voulait faire du quick and easy, donc c'est le premier pas vers ça.
le coup d'après, on sera encore beaucoup plus loin. Et l'ambition de Kiloutou, c'est d'apporter cette brique innovation pour que le client soit en mode fidélisé. Donc, les Anglais appellent ça la stickiness, donc la stickiness client au quotidien. Donc ça, on le travaille, on le cultive chez Kiloutou. Merci. Juste un rappel d'un point de vue organisationnel chez Kiloutou. Le digital est transversal, c'est une vraie BU. Souvent, ça transmet quand même l'importance de la position. Comment vous êtes organisé? Alors chez Kiloutou, on a la chance de travailler main dans la main avec notre DSI. Je ne dis pas ça seulement parce que mon DSI est dans la salle, hein, mais c'est vrai. On est vraiment très imbriqués et on a effectivement cette relation qui nous permet de pouvoir travailler en transverse sur pas mal de projets, donc avec les différentes structures de la boîte, donc aussi bien de la logistique, aussi bien le commerce, aussi bien l'exploitation dans l'entreprise. Et on réfléchit justement au coup d'après ensemble. Donc on co-construit la vision du digital de demain avec les différentes briques qui vont animer encore plus la relation client, diminuer les coûts de productivité, permettre effectivement de gagner en souplesse et en élasticité dans la relation et capter les signaux. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, en fait, le communautaire et la rubrique, la partie digitale chez nous. Désolé pour la pub. La partie digitale chez nous, en fait, elle permet de pouvoir capter ces signaux. Donc, notamment, on a mis en place un système de veille communautaire, notamment sur Wikimat et sur l'ensemble de l'environnement communautaire, qui nous permet de capter les signaux et quasiment de répondre en temps réel avec des superbes outils. Donc, je me tourne un peu à ma droite après, sur des superbes outils qui pourront effectivement nous aider à engager encore mieux la relation client et continuer à exploiter ce fil ininterrompu relationnel. Merci. Alors, après cette rapide vision d'ensemble, on va revenir au début du parcours client et donc à la prospection, en se demandant si, avec le digital et peut-être particulièrement les réseaux sociaux, on peut optimiser sa démarche de prospection, et c'est le métier de Néoptimal avec Christian. Alors effectivement, il existe, non seulement il existe de nouvelles méthodes de prospection qui sont éminemment digitales, mais ces méthodes en fait sont devenues prépondérantes. Aujourd'hui, l'information que vos prospects B2B, nos prospects B2B trouvent sur Internet est d'une telle qualité que finalement, ils n'ont pas besoin de parler à vos commerciaux pour se faire une idée sur la nature de leurs problématiques, sur ce que les entreprises qui rencontrent les mêmes difficultés font pour trouver des solutions. Et ils vont trouver sur le site web, enfin sur les sites web et dans tous les réseaux sociaux, etc., des informations qui les aideront en fait à établir leur shortlist. Donc si vous vous dites que ça, c'est la nouvelle réalité du point de vue de vos prospects, c'est la façon dont ils nourrissent leurs réflexions et c'est la façon dont éventuellement ils arrivent ou pas à vous, dites-vous que les méthodes conventionnelles, alors les salons sont en train de se réinventer, de se transformer pour donner une place beaucoup plus grande aux conférences comme aujourd'hui. Mais la prospection téléphonique est tombée un peu en désuétude, etc. Donc, toutes les méthodes de prospection beaucoup plus intrusives et dérangeantes sont beaucoup moins efficaces qu'auparavant. Il faut trouver de nouvelles méthodes qui sont éminemment digitales. Donc voilà, quelques mots sur ces méthodes. Et puis ensuite, Vincent, qui est très féru de chiffres, m'avait demandé en fait de focaliser l'échange aujourd'hui sur quels résultats est-ce qu'on peut attendre en fait d'une démarche de prospection digitale. Donc, la prospection digitale, en quelques mots. Vos prospects s'informent sur Internet. Donc, votre première préoccupation doit être d'être présent là où ils sont sur Internet. C'est les réseaux sociaux professionnels, c'est Viadeo, c'est LinkedIn, ils sont dans des groupes professionnels, ils lisent des médias spécialisés qui sont en ligne, ils sont dans des associations professionnelles en ligne, etc. Donc, premier enjeu, savoir où ils vont s'informer et être présents. Deuxième enjeu, évidemment, leur raconter la bonne histoire comme dans la vraie vie. Il faut savoir engager la conversation par rapport à leurs enjeux, à leurs problématiques et non pas chercher à promouvoir vos produits, votre entreprise. Et puis la troisième chose, en termes de maîtrise des technologies, il faut savoir utiliser les technologies d'une part pour exécuter une stratégie de communication digitale efficace. Et puis ensuite, la technologie sert aussi à automatiser, relancer la conversation sur Internet et ensuite gérer les flux de prospects pour faire mûrir leur intérêt avant de les passer aux commerciaux. Voilà. Donc ça, c'est la définition, entre guillemets, de la prospection digitale. Alors l'exemple qui est ici est le nôtre, parce que nous faisons ce travail depuis 5-6 ans maintenant, mais au départ, nous avons démarré dans les grands comptes. Donc quand on a décidé de créer une offre, en fait, sur le marché des PME, c'était quand même un challenge assez important pour nous, avec un risque à la clé. Donc vous voyez, en termes de marketing, donc l'exemple que je voudrais vous montrer est le nôtre, mais pas pour parler de nous, plutôt pour vous dire, si vous avez besoin de rentrer
sur un nouveau marché de lancer un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle marque, ben voilà en fait ce à quoi nous avons été confrontés. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut attendre d'une démarche de prospection digitale. Donc dans notre cas, l'enjeu marketing, si vous voulez, est sur le slide à droite. Donc le marché cible, lorsqu'on a lancé le service PME, c'est 65 000 PME ETI en France. Les interlocuteurs qui contribuent aux décisions d'achat en ce qui nous concerne sont les DG, les directeurs commerciaux et les directeurs du marketing. C'était une nouvelle marque qui n'existait pas au préalable. Je ne pourrais pas faire comme Florent et vous demander de lever la main pour ceux qui connaissent Néoptimal. Le concept est nouveau face à des dirigeants de PME dont la maturité est quand même pas tout à fait au niveau de ce que les technologies permettent de faire aujourd'hui. Donc beaucoup d'évangélisation, d'éducation à faire. Et puis évidemment, au démarrage, on avait un budget de start-up, pas les moyens de Google, donc il fallait faire efficace avec peu de moyens. Donc ça, c'est le contexte, entre guillemets, marketing, dans le lancement d'un nouveau service et d'une nouvelle marque. Alors, globalement, là, le focus est sur les réseaux sociaux, mais quand on cherche à développer commercialement son entreprise, on a globalement 3 catégories de moyens à disposition. On a évidemment sur la droite du slide les commerciaux qui vont passer une partie de leur temps à prospecter, à frapper aux portes des prospects. On a les moyens conventionnels, les séminaires, les petits déjeuners, les conférences qu'on peut faire au niveau marketing, et on a le digital. En haut du funnel, en haut de l'entonnoir, vous voyez que les moyens en fait sont inégaux. Selon que vous êtes en haut et que vous cherchez à attirer de nouveaux prospects, le digital est beaucoup plus approprié parce que vous parlez à des milliers de personnes d'un coup, alors que les commerciaux parlent à un prospect à chaque fois et le marketing, l'unité d'œuvre, c'est une dizaine. Ensuite, quand vous descendez, vous voyez les codes couleurs. Le marketing conventionnel va pouvoir renforcer une impression que vous avez réussi à développer autour du digital et notamment dans les réseaux sociaux qui servent à attirer beaucoup les nouveaux prospects. Et ensuite, les commerciaux B2B vont vraiment finir le travail en bas à droite du slide. Donc, focus sur les réseaux sociaux, c'est ce que Vincent m'avait demandé de faire à l'intérieur. Donc, dans le digital, vous avez tous les canaux auxquels on peut penser. Donc, il y a de manière conventionnelle, l'emailing qui est toujours très efficace sur une base de données, sur un cœur de cible. Vous avez tous les réseaux sociaux généralistes, professionnels et spécialisés. Vous avez évidemment l'optimisation de la recherche naturelle avec des moteurs de recherche comme Google. Vous avez des publicités payantes, etc. Donc, focus sur les réseaux sociaux à l'intérieur du mix. Alors ici, vous avez le graphe. Évidemment, ce n'est pas lisible de là où vous êtes, mais je vais vous donner les grands chiffres. Le graphe en haut à gauche du slide, c'est en fait le pilotage fin que nous avons réalisé pendant une année. Lorsque vous voyez en bas à gauche, il n'y avait rien du tout, c'est le lancement du nouveau service, c'est le lancement de la marque. Et au bout d'une année en fait, d'application des méthodes de prospection digitale, on constate en fait que nous avons réussi à créer 54 000 visites d'un site web qui n'existait pas un an au préalable. Pour l'anecdote quand même, je voudrais vous demander, il y a 5 ans ou il y a 6 ans, quand nous n'avions pas tous ces moyens digitaux, ce que ça aurait coûté financièrement et en termes d'efforts humains pour en fait créer ce niveau de buzz, ce niveau de visite, ce niveau d'intérêt, ça aurait été énorme. On n'aurait pas pu finalement se le payer. Donc 54 000 visites du site web. Les codes couleurs, les flux à l'intérieur du graphe représentent en fait les différentes techniques qu'on a utilisées à l'intérieur de la prospection digitale. Alors malheureusement, le slide n'est pas suffisamment fin pour que je puisse vous lire, mais vous devez avoir l'organic search, vous devez avoir l'emailing, les affiliations, c'est-à-dire les liens qui existent de serveur à serveur et qui permettent de générer du trafic sur votre site web. Vous avez le paid, donc tout ce qui est payant, et les réseaux sociaux. Donc sur la droite, et les codes couleurs indiquent finalement la contribution relative de chacun des flux. Sur la partie en bas à droite, c'est un détail en fait des réseaux sociaux. Et là, quand on arrive à voir le slide, je ne sais pas si vous le voyez en grand. Ah mais on le voit mieux en grand en fait que sur mon petit écran. Donc je vais pouvoir vous aider. Alors sur la partie en bas à droite, on voit finalement la contribution de chacun des réseaux sociaux que nous avons utilisés aux visites du site et à la génération de nouveaux contacts que nous n'avions pas dans notre base de données. Donc vous voyez que les principaux contributeurs en ce qui nous concerne étaient LinkedIn, Facebook et Twitter. On a un peu moins utilisé pendant cette première année les autres réseaux sociaux.
Et sur la partie de gauche, et c'est ça qui est remarquable, moi qui ai des antécédents de dirigeant commercial, c'était un peu le rêve il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans, c'était de pouvoir piloter en fait son activité commerciale, non pas seulement en gérant ses commerciaux et les affaires en fait qui sont en bas de funnel ou qui sont dans le cycle de vente actif, mais d'essayer d'avoir des indicateurs avancés, plus en amont, plus au niveau du marketing et de la communication, qui vous donne une indication relativement fiable du chiffre d'affaires que vous allez générer à un certain terme. Et bien maintenant, c'est possible avec l'ensemble de ces moyens digitaux et la prospection digitale, parce que vous tracez tout. Donc vous tracez la performance de chacun des médias, de chacune des méthodes, et ça vous donne par exemple la vision de votre pipeline de prospects, qui sont les 2 camemberts, les 2 graphes qui sont en bas à gauche, qui se mettent à jour en fait en temps réel dans le système. Et vous voyez ici, la ventilation des différentes méthodes est différente que quand vous analysez les visites de sites ou la génération de nouveaux contacts. Ici, pour nous, selon notre définition, ce sont des vrais prospects. Donc des prospects intéressés, c'est, on va dire, en début d'intérêt. Et les prospects motivés, c'est ceux qu'on considère comme étant prêts pour une conversation commerciale. Et là, on les passe aux commerciaux qui engagent en fait un cycle de vente consultatif derrière. Voilà. Donc en termes de pilotage, beaucoup de détails et une précision en fait qui permet de savoir ce que ça va donner. Christian, Alors, oui. 1 minute encore. D'accord, très bien. Pour conclure. Donc le focus sur les réseaux sociaux, je vais aller vite. Les réseaux professionnels sont vraiment les sources de prospects pour nous. On a utilisé les réseaux comme Facebook et Twitter, beaucoup plus pour créer une identité au sein de la communauté des experts. Et aussi, on a lancé une levée de fonds en crowdfunding. Vous pouvez encore investir jusqu'à demain soir minuit, entre 100 € et 10 000 €. Excuse-moi Vincent. Et donc, on a essayé de faire quelque chose à combien en ce moment d'un peu plus fun sur Facebook et dans Twitter. Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé les réseaux. Tu sais à combien de fonds tu es en levée là? Oui, absolument. On a fait une première levée de 130 000 € fin janvier. Ensuite, on avait besoin d'aller chercher 200 000 de plus. On a sécurisé aujourd'hui à peu près 120 000. Donc, il nous reste encore 80 000 à aller chercher jusqu'à la fin de l'année. Et en crowdfunding, donc des petits investissements entre 100 € et 10 000 €, on a 51 actionnaires qui nous ont apporté aujourd'hui à peu près 35 000 €. Voilà. Donc, encore 48 heures. Voilà, détails sur les réseaux sociaux, je vais aller très vite. Globalement, bon, je ne vais pas détailler tous les charts, mais... Non, par contre, tous les participants, si vous le souhaitez, en vous adressant à l'Axel, vous aurez l'ensemble des slides avec les détails voilà. des résultats. Parce que, en effet, Christian, je t'avais demandé, et c'est assez rare, vous verrez, quand vous aurez accès aux slides, l'ensemble des résultats avec les vrais chiffres, parfois des succès, parfois des choses à améliorer. Absolument. Et c'était cette franchise qu'on voulait. Tout à fait. 30 secondes pour conclure, s'il te plaît. Oui, globalement, attirer de nouveaux prospects B2B, LinkedIn aujourd'hui en France, c'est la voie royale. Malheureusement, pour un entrepreneur français comme Viadeo, LinkedIn a pris beaucoup d'avance sur eux. Donc, en termes de volumétrie et de qualité de l'interface et d'offres, ils ont pris beaucoup d'avance. Donc, malheureusement, LinkedIn est vraiment devenu la voie royale, beaucoup plus que Viadeo, qui était un peu à l'équilibre il y a quelques années encore. Twitter, plus spécialisé, des experts, etc. Facebook, plus communautaire, sympa, cool, détente, etc. Voilà. Et puis, voilà. Pour nous, les réseaux sociaux sont une vraie source de génération de prospects. On le mesure en volumétrie et en qualité des échanges qu'on a dans les réseaux sociaux. Voilà, en synthèse. Merci beaucoup. Alors après le prospect, il est devenu client. On peut améliorer la relation client. C'est sans doute l'objet d'Instaply avec des canaux surprenants dans cette optimisation de la relation client, toujours en tenant en 7 à 10 minutes. Merci. De rien. Merci. Oui, donc effectivement, Instaply, donc startup, je l'ai dit, fondée par un Lillois, mais qui est parti à San Francisco il y a 8 ans, pour la bonne et simple raison qu'il n'arrivait pas à financer ses idées folles ici en France. Là où aux États-Unis, on vous donne de l'argent sur une idée et pas sur un business model. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Alors, Instaply part d'un constat, c'est que le téléphone, alors c'est en anglais, mais en gros, ça dit qu'en moyenne, le consommateur passe 13 heures par an à attendre au téléphone. Alors, nous, on a un positionnement au départ qui est plutôt B2C, mais pour faire le lien avec la conférence ici, la problématique s'applique à l'identique au contexte du B2B, parce qu'au B2B, au final, on parle à des clients qui sont beaucoup plus gros, qui représentent un chiffre d'affaires beaucoup plus important, mais ça reste des clients et on veut, a fortiori, qu'un client B2B ait un parcours client hyper facile, sans couture et surtout sans frustration. On peut passer au slide suivant.
Alors, le point d'Instapply, c'est la rencontre de deux grandes idées. La première de ces idées, c'est dire que toute personne, tout décisionnaire, tout acheteur potentiel, au départ, c'est un consommateur final, il a une vie privée, il a un smartphone dans sa poche, et pour parler à ses amis, il utilise le message texte. Le message texte, c'est facile, on peut l'envoyer à toute heure, on peut l'envoyer de tout endroit. Et l'idée, c'est de dire que cette facilité, votre interlocuteur B2B, il a envie de la retrouver dans la relation client qu'il a avec vous, fournisseur. Ça, c'est vraiment le point de départ. Aujourd'hui, s'il veut vous contacter, il va essayer de vous appeler, mais ça ne va pas toujours décrocher. Il va envoyer des emails, mais qui vont se perdre dans les limbes, auxquels on va leur répondre plus tard. On leur envoie des attachments dans les emails, mais les attachments se perdent. Donc l'idée, c'est de dire que tous ces canaux sont, en tout cas pour Instapply, un petit peu les canaux du passé. Et nous, on vient avec un nouveau canal pour la relation client, qui est le message texte. Alors, je vais quand même voir ce que j'ai mis sur le slide pour être sûr. Oui, alors Anytime, Anywhere, sans effort, ça c'est important. Et on veut transposer ce canal pour la communication B2C, B2B, j'aurais peut-être dû mettre B2B, et la rendre aussi facile qu'un message. Donc ce qui est vraiment important, nous, la notion sur laquelle on va appuyer très très fort, c'est la notion d'effort client. Et on veut baisser au minimum l'effort que vos clients fournissent pour être en interaction avec vous. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors les enseignes, aujourd'hui, elles sont structurées en silos et elles ont beaucoup de mal à communiquer. Donc l'idée avec Instapply, c'est que votre client final, il ne se sente plus comme un numéro, il ne se sente plus anonyme, il ne se sente plus comme un élément d'un process, mais qu'il se sente unique et être humain. Donc l'idée, c'est qu'on va recréer de la fluidité au sein de votre organisation et permettre, grâce à un seul fil unique de conversation entre le client et l'ensemble de votre enseigne, d'avoir quelque chose d'absolument fluide et avec une histoire de conversation qui ne se perd pas d'interlocuteur en interlocuteur. Donc on va avoir le client qui contacte peut-être son commercial de référence. Il y a une question plutôt technique que le commercial de référence va transférer du coup. On va garder l'information dans le fil unique entre le client et l'enseigne. Donc le client ne va pas devoir le répéter, le commercial non plus, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ce même fil unique de conversation au sein de votre enseigne parce que c'est le même client. Et donc le client, il s'attend à avoir une seule histoire et une seule interaction avec l'ensemble de l'entreprise. Dorian, tu peux illustrer avec une enseigne concrète un de vos clients, s'il te plaît? Oui, par exemple, on va prendre le cas Leroy Merlin. Donc on a Leroy Merlin comme client. Aujourd'hui, ils nous utilisent en France et en Espagne. Et aujourd'hui, dans un parcours d'achat, que ce soit du consommateur final ou du B2B, parce qu'ils travaillent aussi beaucoup avec des entrepreneurs de petite, moyenne et grande taille, ils vont arriver au service commercial pour, je ne sais pas, une cuisine qui doit être livrée. Le service commercial va remettre un prix. Et puis en fait, ce prix, il y avait une réduction dessus, donc ils vont être transférés peut-être au service facturation parce que la réduction n'a pas été bien imputée. Et puis en fait, techniquement, ils se rendent compte qu'il manque un élément de cuisine. Donc ils vont parler peut-être à l'expert produit du magasin, mais en fait, dans le magasin, l'expert produit n'est pas au courant de ce modèle-là, donc il va transférer au département régional des cuisines qui, lui, est nettement plus informé, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir une seule et même conversation, du coup, avec un arbitrage sur l'ensemble de la conversation. Là où aujourd'hui, on va appeler en disant oui, alors c'est un client qui a commandé, on va peut-être dire 100 cuisines, hein, si on est dans le cas du B2B, il se trouve qu'il manque 100 fois un élément très important. Ok, où est-ce que ça a merdé? C'est pas au magasin, c'est au service régional où ils ont fait produire les 100 cuisines avec le partenaire Intel. On va le cas échéant aussi transférer la conversation au partenaire, toujours sur la logique de même fil de conversation. Comme ça, le partenaire peut aussi arbitrer et dire « Ah ben oui, effectivement, la commande a été passée à tel moment, on voit qu'il y a un élément qui manque, c'est déjà livré, dans 2 mois, les appartements ils sont habités, donc on va pouvoir réagir beaucoup plus vite et éviter qu'il y ait différents intervenants qui doivent se passer la balle sur une même conversation. » Voilà. Alors, l'idée, c'est d'intégrer votre écosystème de marque. Donc, c'est d'aller chercher dans les parcours clients que vous avez aujourd'hui les conversations qui font du sens par message texte. Donc il y a certains clients qui adorent l'email, il faut garder l'email. Il y en a d'autres qui vont adorer avoir leur commercial par téléphone. Et dans certains cas, un coup de téléphone, c'est bien efficace. Mais l'idée avec Instapply, c'est de dire que dans certains cas, c'est beaucoup plus confortable par message texte parce que le client final, votre partenaire, votre interlocuteur, peut-être à 22 h, il va avoir une grande idée, il va envoyer sa question. Le lendemain, en fait, on va se rendre compte que son commercial de référence n'est pas disponible.
Mais en fait, comme on a un seul fil, une seule conversation qui est historisée, le backup va pouvoir reprendre la conversation exactement en l'état, avec toutes les interactions précédentes qu'il y avait avec le client, le cas échéant avec le département technique, avec le service commercial, le service facturation, etc. Et sur cette même logique de fil de conversation, on va avoir le call center, le magasin, le département qui se partagent exactement la même interaction. Merci Voilà, beaucoup. je pense que c'est en un mot, en quelques mots. Et on l'idée. aura compris que message texte, c'est SMS en belge. Alors, c'est une version belgo-française. On a des collaborateurs en Angleterre, on a la moitié des équipes qui sont à San Francisco, on est 25 maintenant. Donc, c'est plutôt une histoire internationale, en fait. Merci beaucoup. Mais on a une quarantaine d'enseignes en France qui nous utilisent. C'est vrai que du fait que le fondateur est lillois, on a un marché qui a décollé particulièrement en France et particulièrement à Lille. Mais on commence à avoir quelques beaux clients sur Paris, dont Unibail Rodamco, Carrefour, Loxam et bientôt Kilotou. Alors, Kilotou va nous intégrer à son application mobile d'ici un mois ou deux. Donc c'était une petite boutade, mais les Belges ont beaucoup d'humour. Merci beaucoup. On va maintenant, une fois qu'on a balayé ces trois interventions, demander donc au premier G de GAFA Google sa vision justement du parcours et s'il y a des innovations aujourd'hui, soit dans le mobile, soit dans la vidéo, qui sont clés, notamment en B2B. Alors Google, c'est le G de Alphabet et non de GAFA. Oui, alors la question qui va se poser à travers tout le parcours, c'est la question du ROI. La question du ROI, c'est la question de l'attribution, c'est la question d'attribuer la bonne valeur à chaque interaction tout au long du parcours. Donc, on a l'habitude, avec l'Axel, de résumer ce parcours ou de schématiser ce parcours en 4 étapes. Ma marque, la notoriété, la considération de mes produits, l'intention. Évidemment, pour le B2B, c'est l'étape critique, puisqu'on va aller chercher de l'intention, on va capter l'intention, et la fidélisation de mes clients. Alors moi, je voulais répondre juste à 3 questions très simples aujourd'hui. C'est quelles sont les tendances, qu'est-ce que ça implique pour vous, et comment je peux vous aider. Les tendances, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On est hyper connecté. Il n'y a plus de offline et de online, de distinction entre l'offline et l'online, et un principal responsable, c'est le mobile. Je crois que ça a été dit. Juste pour illustrer, pour la génération que nous sommes, ce changement de paradigme, vous savez, avant, on avait la logique de session. On allait sur Internet pour une session. Maintenant, on a des moments. Donc on est tout le temps connecté, le matin quand je me lève, avec mon smartphone, au bureau, et le soir, je change de device, quel que soit le moment de la journée. Alors, les deux grands phénomènes, les deux grandes tendances que nous, on constate, c'est évidemment l'avènement du mobile et l'importance du mobile aujourd'hui dans le parcours client et B2B. Gardez en tête quelques chiffres globaux, c'est quand même important de se rappeler. Aujourd'hui, 10 pays dans le monde ont plus de 50% de leurs requêtes sur le mobile. Donc c'est déjà 10 pays dans le monde où plus de la moitié des requêtes se font sur le mobile et non plus sur le desktop. Mobile égale smartphone et non tablette. J'en profite pour rebondir sur un point. Ce n'est pas parce qu'on a une application mobile qu'on est visible sur le mobile. On est d'accord? Aujourd'hui, quand les gens vous cherchent, on ne télécharge pas 10 applications. On regarde. Donc là, le site mobile, être visible sur un mobile, c'est avoir une stratégie à la fois de site mobile, de M-Site, et d'application. Pour répondre à 2 objectifs. Un objectif plus d'acquisition client d'un côté avec le site mobile, pour être visible et capter cette intention, et un objectif plus lié à la relation client avec l'application pour fidéliser. Deuxième phénomène, c'est la vidéo. Aujourd'hui, on a constaté cette année plus de 60% d'augmentation des vidéos vues sur YouTube. Nous, c'est notre plateforme, donc c'est là-dessus qu'on a des chiffres. Petite question de culture générale pour illustrer cette tendance. Qui connaît PewDiePie? OK. 4 personnes. 4 personnes. Bon, il est urgent de vous renseigner si vous avez des enfants. Rentrez chez vous ce soir et demandez-leur. PewDiePie est juste le premier YouTuber aujourd'hui dans le monde, puisqu'il a 40 millions d'abonnés. Les chiffres grossissent très vite. Et hier, ou il y a quelques jours, il a fait une vidéo pour remercier ses fidèles. Il a dépassé les 10 milliards
de vues sur YouTube. Au début, j'ai cru qu'il avait fait une erreur. C'est en anglais billion et million. 10 milliards de vues sur YouTube. Alors, vous allez me dire, moi je suis B2B, ça ne me concerne pas. Non. Appliqué au B2B, on a fait une étude l'année dernière avec Milliard Brown, donc c'est des chiffres 2014, on aura quelques chiffres à cette fin d'année 2015, nouveaux. Appliqué au B2B, on a constaté la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, les prescripteurs ou les influenceurs regardent de plus en plus des vidéos sur le digital pour se renseigner, s'informer, considérer vos produits, vos marques, et notamment sur YouTube. 23% des requêtes B2B sont faites sur le mobile. 57% du parcours d'achat est déjà fait quand une marque, ou un prospect plutôt, rentre en contact avec vous. Il s'est déjà renseigné à hauteur de 57% dans son parcours. Donc évidemment, tout ça, ça nous concerne pour le B2B. Alors qu'est-ce que ça implique pour vous, annonceurs? 3 choses. Tu le disais tout à l'heure, capter les signaux. Il faut capter cette intention et pour se capter cette intention, il faut être, je crois, présent sur différents canaux. Vous aider à les comprendre. Il faut avoir de l'impact. Avoir de l'impact, c'est toujours dans cette logique de moment. Aujourd'hui, il y a plein de petits ou de grands moments pour capter mes prospects. Je me divertis, mais je m'informe aussi sur Internet et j'achète sur Internet. Je suis à la fois Cyril Grira personnel et Cyril Grira B2B de Google. Il n'y a plus de frontières. Les lignes sont complètement flottées. Donc, pour avoir de l'impact, c'est avoir le bon message au bon moment, à la bonne personne et sur le bon device. Je crois que ça, c'est extrêmement important en termes d'implication pour vous dans votre stratégie marketing. Et enfin, le troisième sujet, c'est qu'on ne touche jamais finalement assez de personnes. Et avoir de la puissance, donc signal, impact et puissance, c'est vraiment ce que ça impacte pour vous en tant qu'annonceur marketing. Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup plus d'influenceurs sur vos marques, ce que vous croyez. On a dans le B2B toujours tendance à vouloir se concentrer sur les acheteurs, les decision makers, mais aujourd'hui, dans un cycle de vente, et on voit bien comment ça se passe dans nos entreprises, on ne prend jamais une décision tout seul, et le prescripteur, toucher le prescripteur, toucher l'influenceur, c'est clé avec le bon message. Voilà. Donc ça implique ça. Et donc nous, comment on peut vous aider? Google, je suis toujours dans mon timing et on termine pas ça. À la rigueur, c'est la partie la plus courte. Déjà, c'est comprendre ce parcours client. Voilà. Capter ces signaux. Et le moteur de recherche est évidemment un asset extrêmement fort pour vous aider puisqu'on capte l'intention. Vraiment, quand on fait une recherche, on capte cette intention, on a cette formidable capacité à capter cette intention. Et évidemment, c'est 100 milliards de requêtes par mois aujourd'hui, si je regarde overall Google. Donc c'est du big data. On peut vous aider à comprendre ce parcours. On peut vous aider à travailler vos marques. Et là, on l'a vu avec la tendance liée à la vidéo aujourd'hui. Quelqu'un qui a été exposé à une marque c'est cette étude de 2014 avec Milliard Brown qui nous a aussi montré ça, sur le web, est 86% plus susceptible à la prescrire. Donc, et de plus en plus dans le B2B, aujourd'hui, on est amené à ne considérer que quelques marques. Donc, travailler la notoriété de votre marque et travailler la considération, je sais que c'est un réflexe plutôt B2C, mais c'est devenu clé et extrêmement stratégique dans le B2B. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est l'innovation. Je crois que, évidemment, Google, on a plein de choses à dire sur l'innovation, mais aujourd'hui, c'est important d'être une marque de manière générale, un annonceur innovant, et de faire transpirer ça à ses clients. Nous, on accompagne beaucoup de grands groupes aujourd'hui en France, des PME et des startups, sur leur expérience client. Quelle expérience je propose à mon client en termes d'innovation. On signe aussi des partenariats autour de nos technologies comme Android, comme Google Forward pour amener de l'efficacité dans la relation commerciale, dans la productivité. Donc je crois que voilà, tout ça fait un ensemble qui est extrêmement important. Donc parcours client, marque et innovation. Merci beaucoup Cyril. Il y a aussi
et je vous invite à suivre sur le net. Régulièrement, Google fait des matinées ou des après-midi, les Think with Google. Tu parlais, vous invitez les startups et l'écosystème. C'est des journées passionnantes, sans du tout basse flatterie. Et en B2B, intéressez-vous à ces moments où on apprend énormément de choses. Merci. Pour clôturer, si on veut bien remettre les slides, merci beaucoup. On a vu le processus, on s'est interrogé sur les métiers, pour le coup, avec l'Axel, mais également l'IAB, l'association autour de la publicité et du marketing digital. On a réalisé il y a quelques mois une étude sur la transformation des métiers et des compétences dans le marketing digital. Vous retrouverez sur le web l'ensemble des slides. 3 sponsors, mais on va le voir à Quent, La Poste et Microsoft, et également pour la première fois plusieurs associations qui sont regroupées en disant tiens, on va tous bosser ensemble et pas simplement des études tous les 6 mois, chacun dans les silos. Donc l'Axel nous a rejoint, le CPA, le SNCD et l'EFAP. Très rapidement, un comité scientifique, des focus group, 500 répondants, le tout entre janvier et février. Tout de suite, ce qu'il est ressorti, c'est de vous dire attention au Far West. On va vous présenter une cartographie des métiers, mais on n'est pas sûr du tout que ce soit une photo précise et nette, puisque c'est un monde en devenir. L'exhaustivité est donc impossible. Et dernier avertissement, le lien entre les technos et les métiers et les technos est dur à faire. On ne sait pas bien si c'est le métier qui crée une techno, ou parfois la techno le métier. On prendra l'exemple du DMP, on n'aurait peut-être pas le temps, mais le DMP apparaît comme un métier, alors que pour l'instant c'est une techno, et on voit bien que dans le marketing, c'était un peu compliqué. 3 items clés avant de définir les métiers, c'est qu'est-ce que le marketing digital? 1, on a tous de la technicité, ce n'était pas vrai dans le marketing pré-numérique. Là, on a du jargon, ça se renouvelle, il va falloir dans tous les cas s'y mettre. Et mon item préféré, c'est la temporalité. Tout le processus d'étude nous a renvoyé au visage cette notion que le passé était terminé, que la notion de plan, où je planifiais mon plan marketing, explosait, qu'on était sur ce temps réel, qu'il était difficile d'anticiper et qu'on ne faisait que réagir finalement. Et enfin, le ciblage, ce n'est pas nouveau en marketing, mais ce qu'il est, c'est la personnalisation. On l'a vu avec les quelques exemples. Ce fameux expression one-to-one qu'on avait en 95 n'est plus un fantasme. On voit Criteo et les autres travailler sur cette notion de personnalisation. D'où, après une cartographie des métiers, on n'aura là pas le temps de rentrer dans le processus et je vais laisser la parole à Olivier pour les métiers. Voilà, on a souhaité, après avoir justement déterminé quels étaient les principaux items du marketing digital, de cartographier les métiers. Vincent l'a précisé, il ne s'agit pas ici d'être exhaustif, mais de positionner justement les métiers qui ont été identifiés sur un axe entre des métiers qui sont résiduels, donc qui sont là depuis un moment et qui vont rester, des métiers dominants et des métiers émergents. On a voulu positionner ces métiers de manière à permettre aux candidats justement de pouvoir optimiser leur gestion de carrière et également pour accompagner les entreprises à les aider dans le recrutement de profils digitaux qui sont de plus en plus difficiles à identifier. Notamment, on parle beaucoup justement de la technicité et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de postes qui ne peuvent être pourvus parce que justement la dimension technique aujourd'hui n'est pas encore maîtrisée par différents candidats. On a voulu aussi que cette étude et cette cartographie soient dynamiques de manière à pouvoir anticiper les évolutions sur les métiers. On a un exemple ici qui concerne notamment le profil de webmaster, qui est un métier qui, jusqu'à très peu de temps encore, intégrait diverses compétences, justement la dimension search, la dimension perf et analytics, le web design, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce métier, il s'est éclaté et ce qui étaient ses compétences sont devenus aujourd'hui des métiers à part entière. Donc ça permet justement de pouvoir anticiper des évolutions et on constate justement la concentration des métiers sur une dimension très technique. Sur la slide suivante. Alors, juste pardon, sur les métiers, dans l'étude, vous verrez une dizaine de parcours. Là, on a le temps que d'en montrer qu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cartographié tous les parcours, l'explosion des compétences qui se transforment en métiers, jusqu'à des métiers émergents qui ne sont pas forcément très bien définis.
Exactement. Tu parlais notamment de la DMP. Le parcours de la DMP est particulièrement instructif. Quand on s'interroge aussi sur le marketing digital, on se demande vraiment quelles sont les compétences. Donc il y en a qui peuvent paraître assez évidentes. La maîtrise des leviers de performance, la maîtrise du search, la maîtrise du social media, etc. sont assez évidentes. Mais ce qui nous a étonné, c'est de voir que c'est la gestion de projet qui revient en tête des compétences numériques qui sont essentielles pour le marketing. La question qu'on nous pose souvent en tant que recruteur dans le monde du digital, c'est de savoir est-ce que dans un profil, il vaut mieux privilégier la culture générale et la capacité à gérer un projet ou la dimension technique. Et après, moi c'est une conviction personnelle, j'ai tendance à privilégier justement la maîtrise de la gestion de projet et de savoir organiser un business de manière à pouvoir s'appuyer sur des compétences techniques, même si chaque personne va devoir de plus en plus maîtriser aussi une dimension technique sur son métier. Pour les uns, la dimension CRM, pour d'autres, le search. Et justement, la DMP va devenir, et est déjà aujourd'hui, un outil qui est indispensable pour contrôler ces datas. Donc la gestion de projet ressort en premier. Et quand on parle de gestion de projet, on pense effectivement aux notions de formation. Et une part importante de l'étude s'est penchée justement sur la formation, de savoir comment est-ce qu'on se forme aux compétences qui sont indispensables dans le marketing digital. Le premier item qui ressort, c'est on the job. Donc là, on est effectivement rassuré de voir que les entreprises sont tellement quelque part prises de court par la rapidité d'évolution des métiers et des compétences qui sont demandées que la formation se fait vraiment sur le tas, en quelque sorte. L'entreprise également prend le relais avec la mise en place de séminaires de formation. Et pour 37% des personnes, on voit apparaître les universités en ligne, les MOOC, qui justement prennent vraiment leur place dans le monde de la formation. Alors, tu n'oseras pas le dire, mais Acquaint aux États-Unis, c'est une démarche incroyable, c'est le seul cabinet de recrutement qui fait ça, a créé des MOOC pour pouvoir recruter les gens qui viennent se former. Donc, ils deviennent créateurs de contenu en cherchant des experts, en devenant organisme de formation. Exactement. Et gratuitement, mais ça permet d'identifier des profils qu'on ne trouverait pas par ailleurs. Et même s'ils n'ont pas la compétence, au moins, ils ont appris à apprendre. Et donc, c'est un profil que vous allez recruter. Et ça permet justement pour nous d'identifier des profils qui sont des profils apprenants et qui sont vraiment aujourd'hui une démarche qui est extrêmement demandée chez nos clients. Et pour terminer sur cette étude, on a essayé de cartographier aussi les organismes de formation qui sont identifiés comme des organismes permettant de se former au métier du digital. On constate justement un nuage de mots qui est assez éclaté avec peut-être juste 4-5 structures qui ressortent et surtout un chiffre avec un énorme trou. 32% des personnes qui sont interrogées sont incapables de citer une formation qui soit spécifique sur le digital. Ça veut dire que la transformation digitale ne concerne pas simplement les entreprises, mais aussi les organismes de formation qui sont loin d'avoir anticipé tout ce monde-là et ne sont pas forcément les plus en avance. Un grand merci, on est pile dans le timing, je vois l'organisateur. Merci à tous, on a très peu de temps, vous les retrouvez sur Twitter, on peut vous envoyer les slides. Et puis Florent va ajouter un dernier mot. En fait, comme tu parlais de DMP, j'en profite. Effectivement, on n'a pas évoqué le sujet tout à l'heure, mais Kiloutou effectivement est en train de lancer aussi une DMP. Et je lance c'est un appel à ceux qui veulent, hein, et ceux qui ont des segments de marché qui sont croisés avec les nôtres. Il y a peut-être des opportunités, des choses à créer, etc. Voilà, à bon entendeur. Merci. Le syndicat des DMP. On peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre franchise et les slides.